OK. Alors, moins on en fait, mieux les étudiants se portent. Je voudrais tout d'abord commencer par clarifier ce que cette session n'est pas. Alors, cette session, tout d'abord, n'est pas une éloge de la paresse. Ce n'est pas une critique de la technologie et ce n'est pas non plus la promotion d'une méthode. Donc, je n'ai pas une approche qui est très stricte. J'associe différentes approches, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser une approche éclectique, mais aussi les principes qui contribuent au développement de l'apprentissage des étudiants. Donc, qu'est-ce que cette session est? Elle vise à partager mon expérience en tant qu'apprenante. Ce ne sera pas forcément l'expérience de tous les apprenants. Mes observations en tant que prof, encore une fois, ce sont mes observations. Certaines, vous pourrez peut-être vous identifier à certaines de ces observations, à certaines de mes expériences, peut-être pas à toutes, ce qui dépendra aussi de votre contexte. Et en alliant les deux, donc mon expérience en tant qu'apprenante, et je voulais préciser, apprenante d'une nouvelle langue, donc une langue que je ne connaissais pas du tout avant, quelques principes clés qui ont informé ma pratique en tant que professeur. Alors, peut-être que vous pouvez deviner de quelle langue on va parler. Mais ce que je vais vous demander de faire, vous pouvez mettre la boîte de chat hein, si vous voulez. C'est une langue que je viens de commencer à apprendre. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder un enregistrement que une de mes camarades de classe a fait de moi. Et cet enregistrement, c'est l'enregistrement d'un examen blanc de cette classe. Donc, c'était après ma 5e leçon. Je vais vous montrer la première partie de l'enregistrement et je vais traduire pendant que vous regardez l'enregistrement et je vais vous demander de réfléchir, de remarquer tout ce que j'ai appris en peut-être 6 leçons, disons, on va dire 6 leçons, 6 leçons de 2 heures. Et non, pas le hongrois, parce que le hongrois, ça fait très longtemps que j'ai commencé à l'apprendre. Pas le chinois, mais peut-être ce sera la prochaine. OK. Alors, excusez-moi, je recherche juste l'enregistrement. Le voilà. OK, donc, regardez l'extrait de la vidéo et écoutez ma traduction aussi et essayez de remarquer tout ce que j'ai appris. Donc, qu'est-ce que j'ai appris à faire? Très important, le mot-clé ici, c'est qu'est-ce que j'ai appris à faire dans cette langue? Alors, vous ne voyez pas mon prof. Hein? Mon prof me pose des questions et je réponds aux questions. Je m'appelle, pardon, bonjour, ça va, merci. Bonsoir plutôt. Et vous? Je m'appelle Estelle. Donc, ma prof vient de dire comment elle s'appelle. Donc, je demande comment vous vous appelez.
Et maintenant, elle me dit comment elle s'appelle. Donc, je répète pour vérifier que j'ai bien compris. Vous vous appelez Carolina. Et elle vient de me demander où j'habite. Donc, j'habite dans le sud-est de Londres, à Greenwich. Elle vérifie qu'elle a bien compris. Je lui dis oui. Et je lui demande où elle habite. Voilà. Et je lui ai aussi demandé de répéter parce que je n'avais pas bien compris. Donc, je vérifie qu'elle habite bien à Sidcup. Elle me demande de ma date de naissance, que je lui dis, mais je ne vais pas vous la dire. Vous pouvez deviner. Elle m'a demandé de répéter. Et là, elle me dit un nombre. Et je lui dis non, non, c'est pas 71, c'est 72. Et je lui pose à nouveau une question. Ah, mais je me suis trompée. Je lui ai demandé combien elle coûtait. Oups. En fait, je voulais lui demander quel âge elle avait. Mais comme elle avait l'air surprise, je me suis corrigée. Et là, elle me dit quelque chose de bizarre. Elle me dit qu'elle a 80 ans. OK. Donc, je lui dis, ah bon, 80 ans? Alors qu'elle a 41 ans. OK. On va juste regarder quelques secondes de plus. Et elle m'a demandé comment j'allais de la maison à l'école pour adultes. Et je dis que j'y vais en train et à pied et quelquefois en vélo. OK, il y a deux minutes de plus environ, l'examen étant de 5 minutes. OK, alors, pourriez-vous dans la boîte de chat écrire ce que vous avez observé, tout ce que je suis capable de faire? Oh, on a plein de choses là déjà. Vérifier une information, me présenter, et oui, oui, poser des questions, dire par quel moyen de transport je viens, vérifier la bonne compréhension. OK, OK, excellent, excellent. OK, je vais voir si j'avais noté quelque chose d'autre. Excusez-moi. OK.
pardon, j'essaie juste de retrouver mon écran, il y a beaucoup de choses. Le voilà. OK. Donc, j'ai vu un bravo dans dans la boîte de chat. Je ne sais pas si c'était bravo d'apprendre une nouvelle langue ou bravo d'avoir réussi à faire toutes ces choses. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'étais absolument ravie d'être capable de faire toutes ces choses-là. Donc, je vais reprendre certaines des choses que vous avez dites. Donc, j'étais capable de comprendre et de répondre à des questions sur des thèmes de la vie courante. Donc, informations. Et c'était des informations qui étaient pertinentes, donc qui étaient par rapport à moi et par rapport à mon interlocuteur, et aussi personnalisées. De poser des questions aussi, donc pas seulement de comprendre et de répondre, de demander, de répéter ou de reformuler en cas de problème de compréhension, ce que vous avez noté aussi. Comprendre aussi quand mon interlocuteur, interlocutrice avait besoin de reformulation pour pouvoir réparer la conversation. Aussi démontrer que je comprenais mon interlocutrice en répétant, paraphrasant, etc. Et aussi en posant des questions complémentaires. Donc, en fait, des fonctions qui sont naturelles et nécessaires dans une vraie conversation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était à peu près après 5 ou 6 leçons. Ce sont des leçons de 2h30 avec des pauses. Donc, on va dire une douzaine de cours. Ce qui, pour moi, m'a paru particulièrement surprenant, je pense, que j'ai appris pas mal de langues différentes. Et j'observe beaucoup de classes de langues différentes. Et bien entendu, j'ai mes propres étudiants aussi. Et j'ai essayé de me demander, mais qu'est-ce qui fait que dans cette classe, j'ai le sentiment d'avoir appris autant et d'être capable de faire autant de choses après relativement peu de leçons pour une langue qui m'était totalement inconnue. La première chose qui a contribué, je pense, à cette réussite, c'est le fait que les objectifs étaient réalistes, c'est-à-dire qu'on apprenait une petite quantité et on apprenait, ce qui était très clair, c'est ce qu'on était censé être capable de faire. Et les critères de ce succès étaient exprimés dès le départ. C'est une classe qui mène à un certificat, donc il y a des examens réguliers. Alors peut-être pour cette raison, les critères étaient exprimés dès le début, ce qui m'a fait aussi réfléchir dans nos classes qui ne mènent pas à des certificats ou qui n'ont pas d'examen, comment on peut renforcer peut-être davantage la clarté des objectifs d'apprentissage. Et c'était aussi basé sur les compétences. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire et principalement deux compétences, les compétences de compréhension. Alors, pour nous, dans l'apprentissage du FLE, ce sera la compréhension orale principalement, peut-être la compréhension écrite aussi. Pour le langage des signes, bien entendu, c'est la compréhension des signes. Donc, la compréhension et la production. Et ici, donc pour nous en français, la production orale, ce qui est le plus difficile, mais dans ce cas-là, la production des signes. Et dans tous les aspects auxquels j'ai réfléchi, ce qui était très clair, c'est l'équilibre entre la quantité et la qualité. Donc une faible quantité de points de langue,
Une faible quantité d'objectifs. Donc, par exemple, l'examen nous demande de démontrer que 2 informations par thème. Donc, je dois être capable de donner 2 informations, par exemple, sur les modes de transport ou 2 informations sur où j'habite. Où je dois être capable de poser 2 informations contenant des dates ou des chiffres. Donc, réduit, réaliste au niveau de la quantité. Au niveau de la qualité, comme on l'a vu, basé sur les choses dont on a le plus besoin, pas seulement au niveau des thèmes, mais au niveau des fonctions de la langue. Donc, clarifier, poser des questions, reformuler, etc. En ce qui concerne la qualité des contenus, le fait que nous avons eu beaucoup de modèles naturels et authentiques et en contexte. Au niveau de la quantité, énormément de pratiques. Donc, toutes les classes, révision, pratique, et en fait, l'apport du prof pour toutes les classes, je n'ai pas mesuré ça si vous voulez, mais devait être, je ne sais pas, peut-être de 10% par rapport à la pratique en pair, avec le prof, etc. Aussi, dans le type de pratique, des pratiques de différents types. Donc, les pratiques qui nous font travailler les compétences de base. Donc, par exemple, tout simplement mémoriser, répéter. Et les compétences supérieures, c'est-à-dire avoir une conversation nous-mêmes en réutilisant ce que nous avons appris. L'autre élément qui a été déterminant selon moi, c'est une rétroaction du professeur, ou feedback en anglais, une rétroaction régulière, très fréquente, et les stratégies pour nous permettre de nous améliorer, d'améliorer notre production. Donc, quand je parlais du titre de cette session, donc moins on en fait, mieux les étudiants se portent, c'est aussi pour montrer que moins on en fait en quantité, c'est-à-dire moins on nourrit les étudiants, mieux les étudiants se portent parce qu'ils ont besoin de pratiquer énormément, mais aussi moins on en fait en tant que professeur dans la session, dans la classe, pour que les étudiants puissent, pour que les étudiants puissent pratiquer énormément ce qu'ils ont appris. Par contre, la petite quantité d'intervention du prof est très importante, notamment la rétroaction. Donc, on va peut-être pas faire quelque chose entre guillemets, c'est-à-dire on va pas être la personne qui parle le plus, mais ce qu'on va utiliser énormément, ce sont nos oreilles et nos yeux pour observer les étudiants, pour prendre des notes, pour pouvoir leur faire des recommandations, les corriger, leur donner des stratégies pour continuer à s'améliorer. Alors, le prof ne nourrit pas trop les étudiants et contribue peu à la classe. D'un autre côté, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai fait cette classe de langage des signes, c'est les efforts que je fournissais en tant qu'étudiante. La première classe, donc, qui était de 2h30, qui avait quand même de longues pauses, la première classe, je suis sortie de la première classe avec une faim de loup et j'avais l'impression d'avoir fait un marathon, tellement
je m'étais concentrée. Alors, je ne recommande pas forcément aux professeurs d'épuiser leurs étudiants, mais ça montre, encore une fois, comme particulièrement une nouvelle langue demande d'efforts cognitifs et de concentration, mais aussi d'implication active de la part des étudiants. Alors, je vous laisse lire cette citation que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. Donc, quand je suis ressortie de cette première leçon, ça m'a rappelé cette citation. Et le fait que quelquefois, nos étudiants ont l'impression que s'ils arrivent à avoir une conversation ou s'ils arrivent à faire une présentation parfaitement, avec des phrases bien structurées, le bon vocabulaire, la bonne grammaire, etc., ça veut dire qu'ils ont appris. Cependant, la question que pose l'article dont j'ai tiré cette citation, c'est quel support ils ont pour faire ça. Donc, par exemple, ils peuvent très bien être en train de lire un dialogue dans un livre, et même lire le dialogue à deux dans un livre, et ça va leur donner l'impression qu'ils sont capables d'avoir ce dialogue. On retire le livre, ils ne peuvent plus avoir ce dialogue. Même chose pour les présentations. C'est peut-être quelque chose que vous faites dans certaines de vos classes, demandez à vos étudiants de faire des présentations sur un thème spécifique. Les étudiants, si on ne leur donne pas d'instructions spécifiques, arrivent souvent avec une présentation écrite mot pour mot qui est parfaite et d'un niveau bien supérieur à ce qu'ils seraient capables de faire sans avoir écrite à l'avance, sans avoir recherché ou même traduite à l'aide de Google Translate à l'avance. Donc, ce que ça m'a rappelé, c'est comme la manière de pratiquer et aussi les critères, comme on en parlait tout à l'heure, les critères de succès sont importants pour les étudiants. Ce n'est pas seulement ce que les étudiants vont être capables de faire, c'est comment ils vont être capables de le faire et sont-ils capables de le faire de manière indépendante. Quelquefois, on a peut-être besoin de rappeler ça aux étudiants. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conversation sans regarder le livre, sans regarder ses notes, sans regarder sa présentation. Mais la mesure du succès, c'est ce que vous êtes capable de faire sans filet, sans regarder vos notes. Alors, je reviens un petit peu aussi au contenu et au type d'activités qui m'ont permis de pouvoir avoir une conversation plus ou moins naturelle. Bien entendu, pour l'examen, on avait besoin de parler de différents thèmes qui n'étaient pas forcément reliés, mais dans l'ensemble, l'interaction, même si toute la conversation n'était pas reliée, l'interaction était naturelle. Ce qu'on trouve très souvent dans les supports qui sont publiés ou en ligne, et je pense encore plus peut-être depuis le développement de l'apprentissage en ligne, aussi pendant la pandémie, grâce à la pandémie peut-être, c'est qu'il y a énormément de supports multiples avec des petites activités, des applications, des mini-exercices, etc.,
Mais en fait, en grande majorité, même si la technologie s'est beaucoup développée, une grande majorité de ces activités travaillent sur les compétences de base. Donc, les compétences de base, ce serait en bas de la pyramide de la taxonomie de Bloom. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une classification des compétences cognitives. Ce qu'on nous propose beaucoup, ce sont des activités qui font juste travailler la mémoire. Donc, est-ce que vous avez mémorisé ce vocabulaire? Quelquefois la compréhension, mais c'est très souvent un apprentissage passif et qui ne contribue pas forcément à la production qui se situe beaucoup plus haut dans le niveau de compétences cognitives. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des activités de base, notamment pour revoir du vocabulaire ou pour montrer qu'on a compris du vocabulaire. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure ce type d'activité. Mais l'idée, c'est de voir où on concentre nos efforts et où les étudiants concentrent leurs efforts. Alors, quelquefois, on va se confronter aux attentes des étudiants qui nous demandent encore plus d'applis, encore plus de petits exercices amusants, etc. Ce qui va aussi peut-être dépendre de l'âge de nos étudiants, de la manière dont ils ont été habitués à apprendre, peut-être de ce qu'ils font dans leur vie courante. Il n'y a rien de mal à réviser du vocabulaire sur son téléphone dans le métro, par exemple. Cependant, encore une fois, il est quelquefois nécessaire d'avoir un dialogue avec les étudiants pour leur dire, bien entendu, tout ça, ça va contribuer à votre apprentissage, mais c'est là peut-être que vous avez besoin de concentrer vos efforts et c'est là où nous pouvons, en tant que profs, passer plus de temps en classe pour travailler sur les compétences supérieures qui demandent plus d'efforts, mais qui vont permettre aux étudiants d'être indépendants. Et notamment de pouvoir utiliser le langage, donc non seulement en contexte, non seulement à vitesse normale, mais surtout dans des phrases et des discours complets. Alors que très souvent, les activités qu'on va trouver dans des livres ou dans des applis travaillent sur le langage au niveau du mot seulement. Ce qui est très difficile pour les étudiants ensuite, c'est très difficile pour les étudiants ensuite de passer à la conversation parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ces phrases complètes facilement. Lorsqu'on choisit le type d'activité, quelque chose qui peut être très utile et que j'ai remarqué aussi, c'est l'équilibre avec le travail sur le langage passif, sur le langage actif et sur le langage émergent. Alors, à ce stade, je voudrais vous demander, à votre avis, quelle est la différence entre le langage passif, actif et émergent dans une salle de classe? N'hésitez pas à écrire ce qui vous vient à l'idée en premier. On n'a peut-être pas tous la même définition. D'autant plus que le langage émergent, c'est une traduction que j'ai faite. Je n'ai pas vraiment trouvé ce terme en français. C'est quelque chose qui vient de l'anglais. Donc, dans la boîte de chat, quelle est la différence, selon vous, entre le langage passif, actif et émergent quand on décide de travailler sur de nouveaux mots de vocabulaire ou grammaire, de nouvelles structures?
Ah, peut-être pas d'idée. Ah, ça y est, voilà les idées. OK, langage passif, ce qu'on entend, actif, ce qu'on utilise, d'accord. Écoute, réponse spontanée, d'accord. Voilà, donc en gros, le langage passif, c'est ce qu'on est capable de comprendre. Le langage actif, c'est ce qu'on est capable d'utiliser. Et le langage émergent, donc, qui est peut-être, enfin, c'est un terme relativement nouveau, mais ce n'est pas un concept nouveau. C'est le langage qui ne sera pas planifié, donc ce n'est pas nécessairement ce que le professeur a décidé d'enseigner, mais qui va émerger pendant la leçon, soit parce que les étudiants vont poser une question, ou dans les conversations que vous proposez, dans les pratiques que vous proposez, parce que les étudiants vont en avoir besoin pour continuer la conversation, ou bien ça va être quelque chose qui leur est personnel, ils vont avoir besoin d'utiliser quelque chose, ou bien c'est quelque chose qu'ils connaissaient déjà, dont on n'a pas forcément parlé dans la classe, mais qu'ils vont utiliser dans la conversation. Donc, ce qui peut être utile, c'est de voir la quantité de langage passif sur lequel on va travailler. On a besoin d'être beaucoup exposé à la langue pour pouvoir réviser, apprendre, comprendre une conversation, un écrit, etc. Par contre, particulièrement au début de l'apprentissage, on ne pourra pas activement utiliser tout le langage passif qu'on a vu. Donc, en réfléchissant à ça, le professeur peut voir l'importance et la quantité, la proportion de la classe qu'on va passer sur le langage passif. Probablement peu, en tout cas, c'est ce dont j'ai fait l'expérience, parce que c'est aussi quelque chose qui peut se faire beaucoup à la maison. Donc, tout ce qui est langage passif peut se faire beaucoup à la maison. Euh, alors que le langage actif qui a besoin, donc on va bien entendu commencer par le passif, mais pour passer du langage passif au langage actif, on a besoin d'énormément de pratiques. Donc, vous savez probablement, vous connaissez probablement toutes les recherches qui ont été faites sur la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, et le nombre de fois qu'on a besoin de rencontrer, enfin, d'être en contact avec un mot nouveau pour pouvoir l'assimiler. On aura peut-être plus intérêt à passer du temps en classe pour permettre aux étudiants d'activer ce qu'ils ont appris et de l'utiliser en contexte. Le langage émergent est aussi très intéressant parce que, encore une fois, de nombreuses recherches montrent que c'est quand on a besoin d'utiliser quelque chose qu'on le mémorise bien mieux. Donc, on pourra penser aussi à quel moment on décide d'inclure ce que les étudiants ont proposé dans leur conversation ou ce dont ils ont eu besoin, de le partager avec les autres, de l'enregistrer, etc. Alors, nous avons vu, excusez-moi, nous avons vu tout à l'heure, en fait, nous avons vu dans les 3 sessions énormément d'idées avec un support. Et c'est quelque chose qui m'a d'autant plus ravie que nous avons vu des supports différents, mais des supports riches, et en fait des supports qui étaient authentiques, qui étaient motivants, donc aussi bien au niveau des aspects culturels, historiques, du cinéma, de l'art, etc., avec nos 3 premières sessions, et une floraison d'idées qui demandaient aux étudiants d'être actifs.
qui demandait aux étudiants de réagir ou qui demandait aux étudiants d'interagir avec un support riche. Donc, par opposition, encore une fois, peut-être aux manuels qui vont nous présenter 10, 12, 15 activités pour une unité sur un thème, peut-être des activités qui vont travailler juste sur le langage au niveau du mot individuel. On peut utiliser juste un support, mais de manière multiple, pour nous assurer que les étudiants développent leurs compétences de base et compétences supérieures, de manière personnalisée, sans nous avoir besoin à rajouter plein d'activités spécifiques, ce qui est aussi bien pour nous économiser du temps. Alors, l'intérêt des textes, mais quand je parle de texte, je parle aussi bien de textes oraux que de textes écrits. Donc, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, le cinéma, des textes sur un aspect culturel, des recettes, etc. Des descriptions d'œuvres artistiques. Donc, l'intérêt, c'est que ce sont des modèles authentiques ou semi-authentiques et que c'est aussi de cette manière qu'on apprend naturellement notre propre langue quand on est enfant, mais aussi une langue étrangère quand on est dans un pays qui parle cette langue. On apprend de nouvelles choses en étant exposé à des textes, soit oraux ou écrits. Cette exposition est en contexte. C'est dans des phrases complexes, donc encore une fois, ce sont des mots-clés. On travaille avec des phrases complexes pour développer l'automaticité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à ce langage à vitesse réelle dans les conversations. Bien entendu, ce qui permet aussi de clarifier sens, forme et prononciation dans un même support. Et ce sont aussi des utilisations qui permettent de développer toutes les connaissances et les aptitudes, comme on l'a vu aussi dans les autres sessions. C'est extrêmement flexible. On peut les adapter aux besoins des étudiants. Ça peut mener à des personnalisations. On avait vu tout à l'heure des exemples où les étudiants pouvaient transposer un texte d'une époque à un autre, par exemple, ou un film d'une époque à un autre. On peut en faire une critique analytique. L'exemple aussi tout à l'heure de Marion sur la critique de peut-être quelque chose qui était vu comme normal à une certaine époque, mais qu'on voit sous un œil différent de nos jours. On peut aussi travailler l'inclusivité. Donc, qu'est-ce que ce texte, qui est-ce que ce texte représente ou quelles personnes ne sont pas représentées? Et on peut aussi, encore une fois, utiliser pas seulement les compétences de base, mais les compétences cognitives supérieures. Alors, quelques idées d'utilisation de textes, encore une fois, textes oraux ou écrits. On en a eu plein d'utilisations déjà. J'en apporte peut-être pas des nouvelles parce qu'on a eu plein d'idées grâce à Émilie, Marianne et Marion. Je vous laisse les regarder. Et n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions par rapport à ça. Donc là, c'est l'idée de travailler sur un seul texte ou une seule écoute ou une seule vidéo, mais d'exploiter au maximum ce texte et de faire en sorte que les étudiants soient les acteurs principaux et ceux qui sont le plus actifs
dans la classe. Ça m'avait intéressé aussi l'idée tout à l'heure, je crois que c'était Marion qui mentionnait, enfin on l'a vu à deux reprises, je pense, le fait de réagir à un texte ou réagir à une vidéo ou réagir à une interview de la perspective d'une autre personne. Donc, soit d'une personne qui n'est pas là, d'un personnage qui n'est pas là, comme on l'avait vu avec le cinéma, Marion. Mais ça peut être aussi une personne qui n'est pas représentée. Et je pense que ça, c'est aussi une opportunité de, euh, de s'assurer que nos classes sont inclusives, ce qui peut être aussi quelque chose qu'on fait avec si dans nos classes on suit un livre particulier où on a des ressources particulières qu'on doit utiliser pour des examens, etc. Ça peut être une bonne opportunité aussi d'encourager nos étudiants à observer, à remarquer, c'est bizarre, dans toutes ces photos, on ne voit qu'une catégorie de personnes. Ce sont toujours des familles avec un père, une mère, qui ont un enfant, qui ont deux enfants, un garçon, une fille, qui sont blancs, qui habitent dans une belle maison, etc. À ce propos, notre collègue Giovanni Licata de International House Rome a créé, a développé un mouvement et un site auquel je peux vous donner accès qui s'appelle The Unpublished, c'est-à-dire de permettre à nos étudiants de regarder une unité d'un livre ou de commencer par regarder tout un livre et de voir quelles personnes ne sont pas représentées, donc que ce soit au niveau race, contexte économique, social, santé mentale, etc. Sexualité, religion, etc. Et de remarquer peut-être quelles personnes ne sont pas représentées ou de quelle manière elles sont représentées, et ensuite de créer eux-mêmes une unité d'un livre. Et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les textes ou avec les écoutes qu'on a, c'est-à-dire de demander aux étudiants de recréer le texte, de critiquer le texte ou de recréer le texte, mais d'une autre perspective. Donc l'avantage de certaines de ces activités, enfin de la majorité de ces activités, encore une fois, c'est que les étudiants peuvent adapter ça à leurs propres besoins. Et qu'on peut personnaliser les activités en fonction des classes. Et ça n'a pas besoin d'être pour des classes d'un niveau élevé. On peut très bien travailler sur des tout petits dialogues, même à des niveaux débutants. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est par hasard en fait que c'était sur le thème de l'art et en l'occurrence du cinéma et de la peinture. Donc, c'est un exemple d'un texte, enfin, c'était deux écoutes et un texte que j'ai trouvé sur le même thème. Donc, c'était Renoir, père et fils. Et en fait, l'idée, c'était à partir de ressources riches, euh, de permettre aux étudiants de développer leur vocabulaire et ensuite leurs compétences orales, écrites, etc. Donc en fait, on peut même utiliser 2, 3 sessions, on parlait de projet tout à l'heure, avec seulement 1 ou 2 supports pour permettre aux étudiants de développer leurs compétences. Donc au début,
des questions de prédiction. Connaissez-vous Renoir? Enfin, les deux Renoir. Quelles questions est-ce que vous aimeriez leur poser? Ensuite, regardez une interview de Renoir fils et voir s'ils comprennent, s'ils ont trouvé les questions qu'ils se posaient, les réponses aux questions qu'ils se posaient. Leur demander de réfléchir à tout le vocabulaire qu'ils connaissent par rapport au cinéma, à la peinture, puis regarder soit une autre interview ou un texte, toujours autour du même thème, pour compléter leur caractéristiques, etc., etc. Donc, on peut moduler ça de manière infinie, pratiquement, en fonction de nos étudiants, de leurs intérêts, pour faire en sorte que ce soit les étudiants qui interagissent et qui produisent le langage de manière active. J'ai fini cette présentation. Je regarde si vous avez d'autres commentaires ou d'autres idées, si vous voulez poser des questions. Je n'entends pas, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais d'abord dire un grand merci à tout le monde et encore un grand merci à nos intervenantes aujourd'hui. Mais je vais prendre vos questions si vous en avez.